Comment oses-tu tenir tête à ma mère » a hurlé Gaspard, mon mari, en me frappant à la tête avec une assiette en plein milieu d'une fête de famille. Mon crime ? Avoir refusé de verser à sa mère une rente mensuelle de 1 500 € et de mettre à son nom l'acte de propriété de mon appartement que j'avais acheté avec mon propre argent durement gagné. Je me suis levée en silence et j'ai dit « Tu n'as aucune idée de ce que je viens de faire ». À ces mots, les visages de toutes les personnes présentes ont blêmi. Avant de commencer cette histoire, installez-vous confortablement. J'ai baissé les yeux vers les morceaux d'assiette brisés à mes pieds et j'ai senti le sang chaud couler sur ma joue. Les invités se sont figés leur verre de vin à la main. Ma belle-mère Odette applaudissait et poussait des cris de joie. Mon mari Gaspard me regardait de haut, le visage déformé par la rage. Je ne le reconnaissais plus. Le matin même, je pensais que ce serait une simple fête d'anniversaire. Hier encore, j'espérais que tout pourrait s'arranger. Mais là, en voyant ses yeux froids et sans vie, j'ai compris. C'était fini. Ce qui allait se passer à partir de ce moment allait changer ma vie pour toujours. Mais pour comprendre pourquoi je me retrouvais sur le sol de mon propre appartement, avec le crâne en sang et un calme d'acier dans le cœur, nous devons remonter 2 ans en arrière. Il y a 2 ans, j'étais une fiancée heureuse qui allait bientôt se marier. J'avais 32 ans et mon fiancé Gaspard en avait 34. Nous nous étions rencontrés lors d'une soirée d'entreprise dans un restaurant élégant de la place des Vosges à Paris. Gaspard était responsable des ventes dans une entreprise partenaire et j'étais directrice commerciale dans une grande multinationale. À première vue, il semblait être l'homme que j'avais cherché toute ma vie. Fiable, calme et affectueux. Il n'était pas incroyablement beau, mais il dégageait quelque chose de profondément sympathique. Il n'était pas riche, mais il offrait un sentiment de stabilité. Il m'a courtisée avec beaucoup de romantisme, des fleurs à chaque rendez-vous, des dîners tous les vendredis. Il prêtait attention aux moindres détails. Il se souvenait que j'aimais les roses blanches et non les rouges et savait que je détestais les retards. Il m'ouvrait la portière de la voiture, m'aidait à enfiler mon manteau et me raccompagnait jusqu'au pas de ma porte. Je venais de mettre fin à une longue relation de 5 ans avec un homme qui ne me respectait pas. Mon ex rabaissait mes succès professionnels et considérait mon salaire comme notre portefeuille commun. Même s'il gagnait une misère, il exigeait que j'abandonne ma carrière pour avoir des enfants pendant qu'il passait ses nuits dans les bars avec ses copains. Quand j'ai enfin trouvé le courage de le quitter, il n'a même pas essayé de me retenir. Il a haussé les épaules et a lâché. « Fais ce que tu veux, on verra bien qui voudra de toi après 30 ans. » J'ai eu besoin de 6 mois pour m'en remettre. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail pour ne pas penser. J'ai suivi une thérapie et j'ai réappris à faire confiance aux gens. Et puis Gaspard est apparu. C'était comme sortir d'une cave humide pour respirer l'air frais. Il admirait mes succès. Il disait qu'il était fier de moi et se vantait auprès de ses amis d'avoir une compagne aussi intelligente et belle. J'ai ouvert mon cœur. J'ai retrouvé mon énergie. Et j'ai de nouveau cru en l'amour. J'avais un magnifique appartement de 3 pièces dans le quartier du Marais. Je l'avais acheté seul, à l'âge de 28 ans, en économisant chaque centime de mon salaire et de mes primes. Ça n'avait pas été facile. Je travaillais 60, parfois 70 heures par semaine, sans vacances, sans week-end libre. J'économisais sur tout. Je n'achetais des vêtements qu'en période de solde. J'apportais mes propres repas préparés au bureau et je ne prenais jamais de taxi. Chaque mois, je mettais la moitié de mon salaire de côté. Mes parents m'ont aidé du mieux qu'ils ont pu, mais j'ai rassemblé la majeure partie de la somme toute seule. J'ai contracté un prêt sur 15 ans que j'ai réussi à rembourser en seulement 7 ans. Chaque remboursement anticipé était ma petite victoire. Quand j'ai payé la dernière traite et que j'ai reçu la lettre de la banque levant l'hypothèque, j'ai pleuré de joie. L'appartement était à moi libre de dettes et de charges. C'était ma forteresse, mon indépendance, la plus grande réussite de ma vie. Chaque mètre carré était imprégné de ma sueur et de mes efforts. Je me souvenais avoir peint les murs moi-même jusqu'à 3 heures du matin parce que je n'avais pas les moyens de payer des ouvriers. Je me souvenais avoir acheté des meubles d'occasion sur le Bon Coin que je retapais et repeignais moi-même et des fleurs que je plantais sur le balcon. C'était mon monde, l'endroit où je me sentais en sécurité. Gaspard louait un petit studio en banlieue à Aubervilliers,
Alors Célépartin, il prétendait économiser pour s'acheter un appartement, mais ça avançait très lentement. Son salaire était moyen, mais il avait beaucoup de dépenses. Après avoir payé son loyer francilien, il lui restait à peine de quoi vivre. Cela ne me dérangeait pas. L'amour ne se mesure pas en mètres carrés. J'étais passée par là, et je savais à quel point il était difficile d'épargner en France de nos jours. Je n'étais pas avec Gaspard pour son argent. Il était gentil, tendre et compréhensif. Du moins, c'est ce que je croyais. Lorsqu'il m'a demandé en mariage après 8 mois de relation, j'ai accepté sans hésiter. Nous étions dans le même restaurant de la place des Vosges où nous nous étions rencontrés. Gaspard a posé un genou à terre au milieu de la salle et a sorti un petit écrin. C'était une bague modeste sans gros diamants, mais je m'en fichais. J'ai dit oui en pleurant de bonheur. J'allais enfin avoir une vraie famille. J'allais enfin ne plus être seule. Nous avons décidé de ne pas faire de grands mariages fastueux, juste une cérémonie civile intime à la mairie. Aucun de nous n'avait l'énergie pour une fête avec une centaine d'invités jusqu'au petit matin. Nous n'en avions pas non plus les moyens. Nous préférions garder cet argent pour notre voyage de noces à l'île de la Réunion. Nous n'avons invité que nos parents et quelques amis proches. Je portais une robe blanche, toute simple, achetée dans une boutique de prêt. Porté, et Gaspard le costume qu'il portait tous les jours au travail. Tout était modeste, mais sincère. Le premier signal d'alarme est apparu juste avant le mariage. 2 semaines avant la cérémonie, nous étions assis dans ma cuisine, discutant de l'organisation du foyer. Qui paierait les factures? Qui ferait les courses? Comment partagerions-nous les tâches ménagères? C'est alors que Gaspard a lâché l'air de rien. « Écoute, Léontine, tu as peu être pensé au fait qu'après le mariage, on pourrait mettre l'appartement à nos 2 noms pour que je me sente aussi chez moi ici. Tu sais vivre comme une pièce rapportée chez toi. C'est un peu bizarre. » J'ai ri pensant que c'était une blague. Gaspard, c'est mon bien propre. Légalement, il sera toujours à moi-même après le mariage en séparation de biens. Mais tu vas vivre ici avec moi. Ce sera notre foyer. Gaspard a hoché la tête et a souri. Mais j'ai perçu dans ses yeux quelque chose de fugace. Une ombre de déception ou peut-être de ressentiment. J'ai essayé de ne pas y accorder trop d'importance. Tout le monde est stressé avant un mariage. Peut-être qu'il voulait simplement se sentir comme un véritable maître de maison et non comme un invité. Cependant, une légère anxiété s'est logée dans mon cœur comme une écharde. J'ai essayé de me calmer. Après tout, il ne m'avait pas fait pression, il avait juste posé la question. C'est normal qu'un homme veuille se sentir chez lui, non. Je le justifiais dans mes pensées en retournant aux préparatifs. La cérémonie a eu lieu par une chaude journée de septembre en petit comité. Mes parents sont venus de Bordeaux. Ma mère, Béatrice, était une enseignante à la retraite et mon père, Armand de Lussac, un général de division de l'armée de terre à la retraite. Grand, imposant avec sa posture militaire droite, il avait toujours été pour moi un symbole de force et de soutien. C'est lui qui m'avait appris à ne jamais abandonner et à défendre fermement mes limites. La mère de Gaspard, Odette, est venue au mariage avec son amie Josiane. Le père de Gaspard était mort 5 ans plus tôt d'une crise cardiaque et depuis Odette vivait seule dans un petit appartement d'un immeuble vieillissant du 19e arrondissement. Elle avait 60 ans. Elle touchait une modeste pension d'environ 900 € et arrondissait ses fins de mois au noir en faisant des ménages dans un centre commercial des Halles 3 fois par semaine. Elle ne mourait pas de faim, mais, comme elle le répétait elle-même, elle joignait difficilement les 2 bouts. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, Odette m'a semblé être une femme âgée ordinaire. Être un peu râleuse et un peu curieuse, mais inoffensive au fond. Cependant, pendant le repas de noces, elle n'a pas arrêté de se lamenter. « Oh, comme c'est dur de vivre seule. Heureusement que mon petit Gaspard a trouvé une si bonne épouse. » Elle essuyait des larmes inexistantes, avec un mouchoir, en me lançant des regards étranges et inquisiteurs. Je me contentais de sourire. Je n'avais aucune idée de ce que le mot « bonne » signifiait dans le vocabulaire de ma belle-mère. Je pensais qu'Odette se réjouissait simplement du bonheur de son fils et voyait en moi une alliée. Je m'étais promis de bien traiter ma belle-mère, de lui rendre souvent visite et de l'aider. Après tout, Gaspard n'avait qu'elle.
Après le déjeuner au restaurant, nous nous sommes envolés pour une semaine à La Réunion. Ce fut un voyage de noces idéal. Nous avons bronzé sur les plages, nagé dans l'océan Indien et fait l'amour toute la nuit dans notre chambre d'hôtel. Gaspard était tendre et passionné. J'étais heureuse. J'avais enfin une famille. Les 3 premiers mois après le mariage ont été idylliques. Gaspard a emménagé chez moi dès notre retour. Il est arrivé avec 2 valises. Quelques vêtements, des chaussures, un ordinateur portable et quelques livres. Il s'était rapidement débarrassé du reste des affaires de son appartement de location. Pourquoi payer un loyer, puisque nous avons une si belle maison, a-t-il dit en m'embrassant sur le front. Nous nous sommes installés comme n'importe quel jeune couple. Nous avons acheté un nouveau canapé, accroché des photos de nous encadrer. Nous avons choisi de nouveaux rideaux. Gaspard a proposé de réaménager un peu les meubles et j'ai accepté. Les samedis soirs, nous regardions des films sous un plaid et les dimanches, nous nous promenions dans les allées du jardin du Luxembourg. Nous donnions à manger aux canards et buvions du café à emporter. Je travaillais toujours à plein régime. Mon poste de directrice dans un secteur très concurrentiel ne me permettait aucun relâchement. Je quittais la maison à 8 heures du matin et je rentrais à 19, parfois à 21. Gaspard travaillait aussi tard, mais il avait des horaires plus flexibles. Parfois, c'était lui qui rentrait le premier et achetait en chemin quelque chose de tout près chez le traiteur. Un poulet rôti, une quiche. D'autres fois, c'était moi qui commandais des repas équilibrés sur Freshti pour ne pas perdre de temps en cuisine. Aucun de nous n'avait la force ni l'envie de préparer des dîners gastronomiques tous les jours. Nous travaillions tous les deux. Nous étions tous les deux fatigués. Cela semblait normal. Mon salaire était plus du double de celui de Gaspard. Je gagnais 6 000 € net, lui environ 2 500. Gaspard ne semblait pas s'en sentir rabaissé. Nous avions convenu de partager les courses et les factures à parts égales. Je savais que pour lui c'était une grosse dépense, mais après avoir payé les frais communs, il lui restait pas mal d'argent pour ses propres plaisirs. Il ne se plaignait pas. Il disait qu'il allait bientôt obtenir une promotion et une augmentation. 1 mois après le mariage, Odette a commencé à nous rendre visite. Au début, elle passait 1 fois par semaine le samedi. Gaspard l'accueillait avec enthousiasme, l'installait sur le canapé et préparait du thé. Moi aussi, j'essayais d'être une bonne hôtesse. J'achetais des pâtisseries à la boulangerie. Je mettais la table. Je prenais de ses nouvelles. Odette restait 2 heures. Racontait sa vie. Se plaignait de sa petite retraite de ses voisins, de ses douleurs dans le bas du dos. Puis, elle partait. Cela me semblait naturel. Une mère s'ennuie de son fils et veut le voir plus souvent. Rien de grave. Mais 1 mois plus tard, les visites sont devenues plus fréquentes. Odette a commencé à venir 2 fois par semaine, puis 1 jour sur 2, et finalement presque tous les jours, toujours sans prévenir. Je rentrais épuisée du travail et je trouvais ma belle-mère affalée dans ma cuisine. « Oh, tu es déjà là, Léontine !» lançait Odette sans lever les yeux de sa tasse. « Je suis venue préparer une vraie blanquette à mon petit Gaspard, parce que vous ne mangez que des cochonneries en barquette ici. » Au début, je les supportais en silence. Je ne voulais pas de conflit au début de mon mariage. J'acquiesçais. J'allais prendre une douche et je me changeais, mais l'irritation grandissait. Odette a commencé à ouvrir le réfrigérateur et à évaluer son contenu d'un œil critique. « Gaspard, mon chéri, pourquoi es-tu si maigre ?» se lamentait-elle en sortant des yaourts et des plats préparés. « Léontine, mon enfant, tu ne cuisines jamais. Un homme doit manger un vrai repas. Il travaille dur. Il a besoin de force. Pas toujours vos salades en plastique. » Je rentrais après plus de 10 heures passées à la défense. Je gagnais 2 fois plus que mon mari et je contribuais au budget du foyer à part égale avec lui. Et en fait, c'était moi qui couvrais la plupart des grosses dépenses. Gaspard ne s'était jamais plaint de l'absence de dîner fait maison. Il mangeait ce qu'il y avait. Mais pour Odette, c'était un crime. De mon temps, les femmes ne restaient pas les bras croisés. La maison brillait. L'homme avait le ventre plein. Le bœuf bourguignon devait être sur la table, pérorait-elle en sirotant son thé. « Mais toi, Léontine, tu es une grande femme d'affaires.
La carrière est plus importante. La famille devrait être au premier plan. Pendant ce temps, Gaspard mangeait une salade achetée au supermarché et ne disait pas un mot. Je serrais les dents et je gardais également le silence. Je ne voulais pas me disputer. J'espérais que c'était une phase passagère, que ma belle-mère se calmerait et comprendrait que son fils était adulte. Malheureusement, Odette avait un autre plan. Plus tard, les allusions à l'argent ont commencé. D'abord, timide, à peine perceptible. « Oh, je n'ai plus de médicaments pour la tension et ma retraite ne tombe que la semaine prochaine », soupirait Odette en sortant une boîte vide de son sac à main. « Mon fils, tu ne pourrais pas aider ta mère. J'ai besoin de 50 € pour la pharmacie. » Gaspard, bien sûr, l'aidait, sortait son portefeuille et lui donnait de l'argent liquide. 50 € sans 150. Je ne m'y opposais pas. C'était sa mère. Il avait le droit de la soutenir. Sa retraite était effectivement faible, et à 60 ans, la santé était parfois capricieuse. Aider ses parents est une chose naturelle. Cependant, les montants ont augmenté. 3 mois après le mariage, Odette demandait de l'aide de manière tout à fait ouverte. « Gaspard, j'ai urgemment besoin de 200 €. Un tuyau a pété dans ma salle de bain. Le plombier m'a demandé une fortune. » Ensuite, c'était 300 € pour un nouveau manteau d'hiver parce que l'ancien n'était bon que pour les chiffons. Puis 500 € parce que sa vieille télé avait grillé et encore 150 pour de nouvelles bottes d'hiver. Gaspard a commencé à s'endetter. Son salaire était de 2500 €. Il en consacrait la moitié à notre vie commune. Avec le reste son passe, naviguait les déjeuners à l'extérieur, l'achat de vêtements, et en plus il donnait des centaines d'euros à sa mère à tout bout de champ. Il a commencé à emprunter à des collègues de travail et à contracter des crédits à la consommation. Un soir, 4 mois après le mariage, Gaspard s'est approché de moi alors que je terminais un rapport trimestriel sur mon ordinateur professionnel. « Léontine, tu pourrais me prêter 300 €. J'ai promis à maman de lui payer ses ordonnances et de l'aider avec sa facture de gaz. Et je suis complètement fauchée. Ma paye ne tombe que dans une semaine. » J'ai détaché mon regard de l'écran. « Gaspard, tu te rends compte que tu donnes facilement à ta mère. Plus de 500, parfois 800 € par mois. Tu trouves ça normal. C'est ma mère. C'est dur pour elle, a-t-il répondu en évitant mon regard. Ta mère a une retraite et fait des ménages. Tu m'as dit toi-même qu'elle s'en sortait. Et alors, je dois la laisser tomber. Mon père est mort, elle n'a que moi. Je ne dis pas de la laisser tomber. Je dis que lui donner tout ton argent liquide est excessif. Tu t'endettes à cause de ça. Tu me les prêtes ou pas? » Gaspard a serré les mâchoires. J'ai soupiré. Je lui ai donné ces 300 € pour avoir la paix. Le mois suivant, c'était encore 250. Je savais que c'était une erreur, mais je n'arrivais pas à y mettre un terme. Gaspard devenait de plus en plus nerveux, irritable. Il explosait, pour un rien claquait les portes. Je sentais que notre relation pourrissait de l'intérieur. Odette passait de plus en plus souvent, et chaque visite se terminait par une demande d'argent. 6 mois après le mariage, Odette a sorti l'artillerie lourde. C'était un samedi. Gaspard était allé au bureau pour une réunion importante avec un client. J'étais rentrée de la salle de sport et je prévoyais de prendre un long bain puis de passer la soirée avec un livre. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, j'ai trouvé ma belle-mère dans la cuisine. Elle était assise à la table, buvait du thé et mangeait des biscuits. J'ai remarqué que la serrure n'avait pas été forcée. Odette avait une clé. Gaspard avait dû lui en faire un double en cachette. « Léontine, il faut qu'on parle sérieusement », a commencé Odette. Il y avait dans sa voix une froideur métallique étrange que je n'avais jamais entendue chez elle auparavant. J'ai longtemps réfléchi à la façon de te le dire délicatement, mais je vais être directe. Tu es la femme de mon fils, ce qui signifie que tu fais partie de notre famille. Et dans une famille, on doit se soutenir. Je me suis assise en face d'elle en silence. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je sentais que quelque chose de très désagréable approchait. « C'est dur de vivre seule », a poursuivi ma belle-mère en prenant une gorgée de thé. La retraite, c'est des clopinettes. La santé n'est plus ce qu'elle était. Gaspard m'aide, mais avec son salaire, ce n'est pas suffisant. Toi, en revanche, tu gagnes très bien ta vie. Tu touches largement plus de 4 000 €. 6 000 Odette, mais j'ai aussi mes propres charges. Je sais,
m'a-t-elle interrompu fermement. C'est pourquoi j'attends de toi que tu me vires 1500 € chaque mois. Gaspard a déjà accepté. Il pense que ce sera équitable. Je suis restée pétrifiée. 1500 €. C'était un quart de mon salaire net. Allez, ça ne te fera même pas mal, a continué ma belle-mère en voyant le choc sur mon visage. Tu as un excellent salaire, ton propre appartement sans crédit, tu ne paies pas de loyer. Tu es riche, et moi je tire le diable par la queue à la fin du mois. Odette, c'est une somme énorme. Moi aussi j'ai des dépenses. Les factures, la nourriture, l'essence, les vêtements, les cosmétiques a ricané Odette. Bien sûr. Tu as tes pommades, mais la mère de ton mari peut mourir de faim. Ce n'est pas la question. 1500 €, c'est beaucoup d'argent pour moi. Pour toi, c'est beaucoup pour moi. C'est une chance de vivre dignement. Je ne demande pas 1 million juste de misérables 1500 €. Gaspard m'a dit que tu accepterais, que tu étais une bonne fille. And j'ai senti une vague de colère brûlante m'envahir. Gaspard avait discuté de ça avec sa mère dans mon dos et lui avait même promis de l'argent sans même me demander mon avis. Je dois y réfléchir, ai-je dit froidement. Et en parler avec mon mari. Qu'y a-t-il à réfléchir, a élevé la voix Odette. Une bonne belle-fille ne réfléchit pas, elle aide. Regarde la belle-fille de ma copine Josiane. C'est un ange, pas une femme. Elle fait tout pour sa belle-mère. Elle lui donne de l'argent, lui achète des cadeaux, l'a emmenée en cure thermale à Aix-les-Bains. Et toi? Elle s'est tue pinçant les lèvres de manière éloquente. Je me suis levée. Odette, je suis fatiguée. Mettons fin à cette conversation. Ma belle-mère offensée a rassemblé ses affaires et est sortie en claquant la porte. Je suis restée seule dans la cuisine tremblante de nervosité. La rage bouillonnait en moi. 1500 € par mois. Absurde. Le soir, Gaspard est rentré du travail. Je ne lui ai même pas laissé le temps d'enlever ses chaussures. Gaspard, ta mère était là. Elle a exigé de moi 1500 € par mois. Tu étais au courant. Gaspard a levé les mains dans un geste défensif. Léontine, maman, m'a demandé. J'ai dit que j'allais t'en parler. Je pensais que tu ne ferais pas d'histoire pour lui donner 1500 tous les mois. Tu es devenu fou. Tu as de l'argent, Léontine. Tu ne vas pas t'appauvrir. Ce n'est pas une question de s'appauvrir. C'est une fortune. C'est dur pour ma mère, elle est seule. Tu as vu comment elle vit. Ta mère a sa retraite et ses ménages. Et toi, tu n'arrêtes pas de lui donner de l'argent liquide. Pourquoi elle a besoin de 1500 € de plus? Pour qu'elle puisse vivre comme un être humain, voir le monde, s'acheter quelque chose de beau. Elle s'est sacrifiée pour moi toute sa vie. Elle s'est tuée à la tâche avec 2 boulots pour payer mes études. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin d'elle. Je regardais mon mari et je ne le reconnaissais pas. Où était passé ce type raisonnable et calme que j'avais épousé? D'accord, ai-je soupiré essayant de sauver la situation. Faisons comme ça. Je virerai 300 € à ta mère chaque mois, purement temporairement jusqu'à ce que tu obtiennes ta promotion. 300 €, Léontine, c'est l'aumône. C'est indigné Gaspard. Ce n'est pas l'aumône, c'est une belle injection d'argent. Si tu veux lui donner, plus donne-le sur ton argent. Nous nous sommes disputés. Gaspard a fait son sac à claquer la porte et est parti chez sa mère dans le 19e. Il est revenu le lendemain matin sombre et n'a pas dit un mot. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pour la première fois, je commençais à douter du sens de ce mariage. À partir de ce moment, j'ai viré 300 € à Odette chaque mois. Ma belle-mère les acceptait avec une grâce feinte, lançant à chaque fois des remarques sarcastiques sur le fait que c'étaient des clopinettes. « Eh bien, faute de grive, on mange des merles », disait-elle, avec la moue d'une reine offensée. Gaspard restait silencieux et revêche. L'atmosphère dans l'appartement s'alourdissait de jour en jour. Nous ne nous parlions presque plus. Le soir, chacun restait dans son coin. Moi, avec mon ordinateur, Gaspard, avec son téléphone. L'intimité avait disparu. Les baisers du matin étaient oubliés. Nous étions devenus 2 étrangers sous le même toit. Les visites d'Odette sont devenues insupportables. Elle avait sa clé et entrait dans l'appartement comme chez elle à n'importe quelle heure.
Je rentrais du travail et je la trouvais en train de fouiller dans mes placards. « Oh, tu es là » disait ma belle-mère. « Je vérifie ce que vous mangez, que de la chimie et du plastique. Gaspard va attraper un ulcère avec vos plats de chez Deliveroo. » Ou bien, elle entrait dans notre chambre et ouvrait mon armoire. « Mon Dieu, combien as-tu de vêtements? Et Gaspard porte les mêmes chemises usées. Tu n'as pas honte. » Je bouillais d'indignation, mais mon mari prenait toujours la défense de sa mère. « C'est ma mère, elle en a le droit. Ne sois pas si coincée. Elle s'inquiète juste. » Un jour, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé le salon réaménagé. Le canapé était contre un autre mur, le fauteuil près de la fenêtre, et mon tapis persan préféré était roulé dans un coin. « C'est beaucoup plus chaleureux comme ça », a déclaré fièrement Odette en me voyant stupéfaite sur le seuil. Je m'y connais mieux. J'ai du goût et des années d'expérience. « Odette, c'est mon appartement !» et j'explosais. Notre appartement, m'a corrigé froidement ma belle-mère. « Mon fils vit ici donc, c'est notre maison. Veux-tu me dire que mon Gaspard est un intrus ici ?» Gaspard a de nouveau pris son parti. « Quel est ton problème, Léontine ?» Elle l'a bien arrangé. Ça rend bien. Je sentais que j'étouffais dans ma propre maison. Et 1 an après le mariage, le pire est arrivé. C'était un mercredi pluvieux ordinaire. J'étais rentrée épuisée après de dures négociations avec un client clé. Gaspard était allongé sur le canapé fraîchement déplacé et regardait la Ligue des Champions. Dans la cuisine se trouvait Odette avec son amie Josiane. « Léontine, assieds-toi » a ordonné ma belle-mère. « Nous devons régler une affaire importante. » Je me suis assise. Je sentais que cette fois ce ne serait pas une broutille. J'avais beaucoup enduré, mais la coupe était pleine. « Écoute » a commencé solennellement Odette. « Tu vis dans un appartement de luxe en plein Paris et je m'entasse dans un vieux studio, dans un immeuble sans ascenseur. C'est injuste. » J'ai serré les mains sous la table. « Je veux que tu mettes cet appartement à mon nom, ou à celui de Gaspard, peu importe. L'important c'est qu'il cesse d'être seulement le tien et qu'il devienne officiellement une propriété familiale. » J'en suis restée muette. J'ai senti un froid glacial dans mon ventre. « Odette, vous vous sentez bien? C'est mon bien propre acquis avant le mariage. » « Et alors ?» a reniflé ma belle-mère. « Gaspard est ton mari. Ce qui est à la femme est au mari. C'est la loi de Dieu et des hommes. » Josiane a hoché la tête avec approbation. « Odette a raison. Ma belle-fille a immédiatement étendu la communauté de biens à la maison qu'elle a reçue de ses parents. Une fille intelligente. Elle comprend que dans le mariage, tout est commun. » J'ai regardé Gaspard. Il était assis dans le salon, le dos tourné à la cuisine, mais je savais qu'il entendait chaque mot. « Gaspard, tu entends ça? Dis quelque chose. » Mon mari s'est levé à contre-cœur, est entré dans la cuisine et a commencé à balbutier. « Léontine, maman ne demande pas ça pour elle. Elle le fait en pensant à nous, à notre avenir. » « Quel avenir? C'est mon appartement. Je l'ai acheté avec mon argent durement gagné avant notre mariage. »« Mais maintenant nous sommes une famille, » a crié Odette. « Tu ne fais pas confiance à mon fils. Il ne s'agit pas de confiance, il s'agit de droit de propriété. Je n'ai l'intention de rien céder. »« Ah » a souri Josiane avec malice. « Donc, tu ne lui fais pas confiance. Tu as peur qu'il te le prenne. »« Qu'il me prenne quoi? C'est absurde !» Odette s'est levée le visage rouge. « Absurde. Espèce de petite morveuse égoïste et ingrate. Mon fils t'a épousée, il vit avec toi et tu ne lui donnes même pas une part de propriété. Il vit ici comme un invité. Il paie la majorité des frais de cette maison. Alors cède-la lui. Si tu l'aimes, mets cet appartement à son nom. » J'ai senti un calme absolu mêlé à de la rage m'envahir. Cette femme ne lâcherait pas. Elle me harcèlerait jusqu'à la fin de ma vie. « Non !» et je dis d'une voix dure et décidée. « Je ne mettrai l'appartement ni au nom de Gaspard, ni au vôtre. La discussion est close. »« Gaspard !» a hurlé Odette. « Tu entends comment elle traite ta mère? Tu vas laisser passer ça ?» Gaspard m'a regardé avec hésitation. « Léontine, je t'en supplie. Tu ne pourrais pas au moins mettre la moitié, juste une fraction à mon nom, pour que j'aie une preuve qu'on est ensemble? » « Non, ni une fraction, ni la totalité. C'est à moi. Point final. » Josiane et Odette se sont regardées avec une lueur froide dans les yeux.
Très bien, a lâché ma belle-mère entre ses dents. On verra bien qui aura le dernier mot. Elles sont sorties en claquant la porte avec une telle force que du plâtre est tombé du plafond. Gaspard est allé dans la chambre, sans un mot. Je me suis couché le cœur lourd. Je sentais par tous mes nerfs que ce n'était pas fini. Le lendemain, je suis rentrée du travail et j'ai vu une épaisse enveloppe sur la table de la cuisine. Je l'ai ouverte, j'ai sorti le document et j'ai pâli. C'était un acte notarié, une procuration donnant le pouvoir de disposer de mon appartement, y compris de le vendre ou d'en faire don. En bas, il y avait ma signature. Sauf que je n'avais jamais signé ça. La signature était falsifiée. Mon sang n'a fait qu'un tour. Gaspard était dans le salon en train de regarder quelque chose sur son téléphone. Gaspard, c'est quoi ce bordel? J'ai fait irruption dans le salon en agitant le papier devant son visage. Ah ça! Maman m'a demandé de préparer ça avec un de ses amis notaires. Je pensais qu'après hier, tu aurais réfléchi et que tu ne t'y opposerais pas. Quoi? Tu as imité ma signature chez un notaire véreux. Mais c'est un délit. Article 440 et 1 à 1 du Code pénal. Faux et usage de faux. Ne dramatise pas, ne crie pas. Maman voulait juste ce qu'il y a de mieux pour nous tous. Sous ses yeux, j'ai déchiré la procuration en petits morceaux. Mes mains tremblaient de fureur. Si tu refais encore une chose pareille, je vais directement au commissariat et je dépose plainte au procureur de la République. C'est clair. Gaspard n'a rien dit. Dans ses yeux a passé quelque chose de sombre, de brutal. J'ai réalisé que je me trouvais dans un danger mortel et que mes problèmes ne faisaient que commencer. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'étais allongée à côté de mon mari qui ronflait tranquillement, réalisant que l'homme que j'aimais, avec qui je m'étais mariée, s'était révélé capable de commettre un délit. Il était prêt à falsifier ma signature, à voler l'œuvre de ma vie pour sa mère cupide. Le lendemain matin, dès que Gaspard est parti au travail, j'ai cherché sur Google le meilleur cabinet de droit de la famille de Paris et j'ai pris rendez-vous à l'heure du déjeuner. Maître Ségolène Valcourt était une femme dans la cinquantaine, vêtue d'un tailleur impeccable au regard vif et perçant. Elle a écouté mon histoire en silence, prenant des notes dans les marges de son dossier. « Madame, le cas est simple. Votre appartement est un bien propre acquis avant le mariage. Cela est régi par le Code civil. En cas de divorce, votre mari n'a absolument aucun droit sur ce bien, pas même sur 1 centimètre carré. C'est compris. » J'ai poussé un soupir de soulagement. Donc, si nous divorçons, il ne me le prendra pas. Absolument pas. Mais il y a un piège. L'avocate a retiré ses lunettes. Si vous modifiez volontairement ou sous la pression d'un chantage émotionnel votre régime matrimonial, par un acte notarié pour passer en communauté universelle, vous perdrez. Ensuite, au tribunal, il dira que c'était une preuve d'amour et vous ne prouverez rien. Quant à ce document falsifié, il peut réessayer. Celui qui a franchi cette ligne une fois le refera, veuillez tout documenter. Enregistrez les conversations chez vous. Conservez les reçus, les preuves que c'est vous qui supportez les frais d'entretien. Et je vais vous dire franchement, de femme à femme, cette situation est malsaine et ne fera qu'empirer. Préparez-vous à divorcer. Je suis sortie du cabinet terrifiée, mais déterminée. Je ne donnerai mon appartement pour rien au monde. De retour chez moi, j'ai allumé le dictaphone de mon téléphone et je l'ai posé sur la table. À partir de ce jour, j'ai enregistré chaque dispute. 1 semaine plus tard, Odette a lancé un nouvel assaut. Cette fois, elle a amené des renforts. Josiane, la sœur d'Odette, tante Fabienne et la cousine de Gaspard Maëlys se sont installées sur les canapés comme un tribunal de l'Inquisition. Quand je suis rentrée du bureau, je me suis figée sur le pas de la porte. « Léontine, assieds-toi » a ordonné Odette. « Nous sommes venus ici en tant que famille pour te faire entendre raison. » Je me suis assise sur la chaise la plus proche de la porte. Gaspard se tenait dans la cuisine, les yeux fixés sur le sol. « Écoute, mon enfant, » a commencé tante Fabienne, une femme imposante aux cheveux teints en roux. Nous y avons longuement réfléchi. « Mon filleul Gaspard n'est pas chez lui, chez toi. Tu le traites comme un chien. Un vrai homme doit être le maître de sa maison. » De mon temps, est intervenue Josiane. Il n'y avait pas de contrat de mariage ou de bien propre. Tout était commun. Le mari est le chef de famille.
Regarde le mari de ma fille, a ajouté Maëlys maigre comme un clou. Il ne travaille même pas. Il est au chômage. Mais l'appartement est à son nom parce qu'un homme doit avoir sa dignité. J'écoutais ce ramassis de bêtises, n'en croyant pas mes oreilles. Obscurantisme et jalousie. « Je m'excuse, mais en quoi mon appartement vous regarde-t-il » ai-je demandé sèchement. « Comment ça? En quoi nous sommes une famille » a hurlé Odette. « Tu humilies mon fils. » Je ne l'humilie pas. Il a les mêmes droits de vivre ici que moi, mais il n'aura pas le titre de propriété. « Tu fais honte à notre famille » a poursuivi Maëlys. Tout le monde dans le 19e sait déjà que la femme de Gaspard ne le respecte pas et qu'elle traite sa mère comme un déchet. Nous allons le faire savoir à tout le monde. Je me suis levée. La coupe était pleine. La discussion est terminée. Foutez le camp de mon appartement. De notre appartement, a crié Odette. Gaspard vit ici. J'ai ouvert la porte d'entrée en grand. Foutez le camp ou j'appelle la police. Article 226 A4 du Code pénal. Violation de domicile. J'ai le numéro du commissariat en numérotation rapide. Les femmes ont poussé des cris d'orfraie, mais se sont levées lentement et à contre-cœur des canapés. Fabienne marmonnait quelque chose sur le manque de respect envers les aînés. Odette s'est arrêtée sur le seuil me regardant avec une haine pure. « Tu vas le regretter, espèce de garce. » Quand la porte s'est fermée, je me suis tournée vers mon mari. « Tu as laissé ces femmes me faire un procès de Moscou chez moi. Elles voulaient juste parler. » s'est défendu Gaspard. « Comprends, maman a raison. Tu devrais mettre cet appartement à nos deux noms. Ce serait juste. » J'ai senti que quelque chose se brisait en moi, le dernier fil d'espoir. « Fous le camp chez ta mère. Immédiatement. J'ai besoin de réfléchir. » Gaspard, furieux, a fait son sac à dos et est parti. Je me suis effondrée sur le canapé et pour la première fois depuis longtemps, j'ai éclaté en sanglots. Pas par pitié pour moi-même, mais par une immense déception. Je voulais une famille et j'ai eu une bande de vautours et un mari marionnette. Le lendemain, au travail, j'ai reçu un email anonyme des ressources humaines de l'entreprise de Gaspard. « Madame, ce ne sont pas mes affaires, mais votre mari a consulté nos avocats d'entreprise concernant le partage des biens. Il cherche une faille pour vous prendre la moitié de l'appartement. Faites attention. Je suis immédiatement allée voir Maître Valcourt. Votre mari n'obtiendra rien. Ce sont des manœuvres d'intimidation, m'a rassuré l'avocate. Mais veillez sur vos documents. Gardez toutes les confirmations de virement, les factures d'électricité, les charges de copropriété, les preuves d'achat de meubles. Nous devons avoir des preuves tangibles qu'il n'a pas investi dans l'augmentation de la valeur de ce logement. Une campagne de diffamation a commencé. Odette a appelé tous les proches faisant de moi un monstre. Une semaine plus tard, j'ai rencontré le cousin de Gaspard Corentin au carrefour. Je voulais lui dire bonjour, mais il m'a regardé avec dégoût et est passé son chemin. Corentin ai-je appelé. Je n'ai rien à te dire. Tante Odette m'a tout raconté. Comment tu l'as jeté de chez toi. Comment tu harcèles Gaspard psychologiquement. Tu es malade de cupidité. Il s'est détourné et est allé à la caisse. Lors d'une fête de famille, chez une autre tante à laquelle Gaspard m'avait forcé à aller, je me suis sentie comme une lépreuse. Tout le monde chuchotait dans mon dos. C'est la bourgeoise qui refuse de donner un sou à la mère de son mari. Radine. Gaspard se tenait à côté buvant du vin avec ses oncles et n'a même pas essayé de me défendre. J'ai tenu 1 heure et je suis partie. 6 mois plus tard, alors que nous étions mariés depuis 1 an et demi, Odette a frappé à la porte, cette fois accompagnée d'un homme élégant avec un porte-document. « Léontine, voici Monsieur Thibault. » Expert immobilier agréé, a annoncé triomphalement ma belle-mère. Il va évaluer cet appartement pour l'action en partage des biens. Quelle action? J'ai regardé Gaspard qui se tenait dans l'entrée, les yeux fixés sur ses chaussures. Je vais demander le divorce, Léontine. Tu m'y obliges, a-t-il marmonné. J'ai droit à la moitié parce que j'ai payé l'électricité et l'eau ici. Foutez le camp d'ici tous les deux. J'ai poussé l'expert à la porte. Vous n'allez pas évaluer ma propriété. On se verra au tribunal, a hurlé Odette, depuis la cage d'escalier. J'étais au bord de la dépression, mais malgré tout, je n'avais toujours pas demandé le divorce.
Il restait dans mon cœur un espoir idiot, que Gaspard reprenne ses esprits, que cette paranoïa prenne fin. Février est arrivé, les 35 ans de Gaspard approchaient. Odette l'a obligé à ce que la fête ait lieu chez nous dans l'appartement pour toute la famille. Je ne voulais pas de cette fête, mais Gaspard me l'a demandé avec tant de tristesse dans la voix « C'est mon anniversaire. Fais-le pour moi cette seule et unique fois. Peu. Être que tout redeviendra normal. » J'ai cédé. C'était peu, être l'occasion d'une trêve. J'ai fait de grosses courses. J'ai préparé un tartare de saumon, un rôti de veau des amuse-bouches, un énorme plat en céramique de salade piémontaise. J'ai acheté un fraisier hors de prix chez le nôtre. Je voulais que ce soit parfait, que Gaspard apprécie mes efforts. Odette est arrivée 2 heures avant les invités avec l'incontournable Josiane. Elle a tout de suite commencé à diriger. Ces verres sont du mauvais côté. Qui met la salade à ce bout de la table? C'est quoi ce gâteau? Il devait y en avoir un à la crème au beurre, pas cette bouillie à la fraise. Je serrais les dents et me taisais. C'est juste une soirée. Tiens bon, me répétais-je. À 19 heures, les invités sont arrivés. Mes parents étaient aussi venus de Bordeaux. Le général Armand de Lussac a immédiatement senti l'atmosphère tendue. Il voyait comment Odette dirigeait sa fille tandis que Gaspard se tenait là avec une bière et ne réagissait pas. « Tout va bien, ma chérie ?» a demandé doucement mon père en se tenant à côté de moi dans la cuisine. « Oui, papa, je vais gérer. »« Ah, malheur de le Gaxaluga !» Il n'avait pas l'air convaincu, mais il n'a pas insisté. La famille de Gaspard me regardait d'un sale œil. Les toasts ont commencé les rires. Le vin coulait à flots. Odette était assise en bout de table, comme la matriarche de la famille. Gaspard à côté d'elle. Je me suis assise à l'autre bout avec mes parents. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Les piques ont commencé. « Ma belle-fille est un trésor », a dit bruyamment Josiane en se servant du vin. Elle m'a acheté une nouvelle machine à laver hier. Elle sait que le respect des aînés est sacré. Pas comme certaines femmes modernes de la défense. Odette m'a regardée avec satisfaction. « Oh, oui, Josiane, il y a des épouses qui gardent tout pour elles. Zéro amour chrétien en elles. » Ma mère Béatrice a posé sa main sur mon épaule. Mon père, le général, s'est soudainement redressé et son visage s'est durci. C'est alors qu'Odette s'est levée avec son verre. « Je veux porter un toast », a-t-elle annoncé. « Tout le monde s'est tu, à mon fils Gaspard. Je t'ai consacré toute ma vie, mon fils. Je me suis tuée à faire des ménages dans les centres commerciaux pour que tu puisses faire des études. J'attends que maintenant, toi et ta femme, vous preniez soin de moi pour mes vieux jours, parce que ça m'est tout simplement dû. » Tout le monde a commencé à applaudir. Je suis restée immobile. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas levé mon verre. Après, le toast Odette a changé de place pour s'asseoir juste à côté de moi. Elle sentait le parfum bon marché et l'alcool. « Nous sommes des adultes, Léontine », a-t-elle dit doucement mais assez fort pour que les autres entendent. « Réglons l'affaire de l'appartement ici et maintenant devant témoins. Dis devant tout le monde que tu le mets au nom de mon fils. Et demain nous irons chez le notaire. Et on aura la paix. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'y voyais qu'une pure cupidité. « Non. » Et je dis calmement. « Je ne mettrai pas mon appartement à son nom. Jamais. C'est mon bien et ça le restera. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne recevrez plus un seul centime de ma part. » Fini le racket mensuel. Le visage d'Odette a pris la couleur d'une betterave mûre. « Gaspard !» a-t-elle hurlé à plein poumon. La musique s'est tue. « Tu entends, ta femme pour ton anniversaire devant ta famille, refuse d'aider sa propre belle-mère. Elle te rit au nez. » Gaspard a bondi de sa chaise. Son visage était rouge. Dans ses yeux, on voyait la folie et l'alcool qu'il avait bu. Il s'est approché de moi, et soudain, j'ai eu peur. Une peur véritable animale. Le général de Lussac a reculé sa chaise prêt à intervenir, mais Gaspard l'a ignoré. Il s'est arrêté juste devant moi. « Je te le demande pour la dernière fois. Tu mets cet appartement à mon nom ou pas? Non. Et tu ne paieras plus ta mère. Non, Gaspard, c'est du chantage. J'en ai assez. » Les invités se sont figés. Mon père a fait un pas en avant, mais Béatrice l'a retenu par la manche, voyant que Gaspard déformait étrangement son visage.
Espèce de garce froide et égoïste, a grogné Gaspard. Ma mère a trimé toute sa vie, et toi tu plains un sou pour ses médicaments. Tu es malade de cupidité. Gaspard, montre-lui qui commande ici, a hurlé Odette de derrière. Elle n'a pas une once de respect pour toi. C'est là que quelque chose a craqué. Gaspard a attrapé la lourde assiette en céramique pleine de salade piémontaise qui se trouvait sur la table. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Il a pris son élan de toutes ses forces et m'a frappé en plein sur la tête avec le bord de l'assiette. Un craquement sourd a retenti. L'assiette s'est fracassée en morceaux. Je suis tombée de ma chaise sur le sol. Une douleur aiguë a traversé mon crâne. Des étoiles sont apparues devant mes yeux. J'ai senti le sang chaud inonder mon front et couler dans mon œil. Mes oreilles sifflaient. « Mi, comment oses-tu tenir tête à ma mère, espèce de traînée ingrate ?» criait Gaspard, debout au-dessus de moi, les poings serrés. Quelqu'un a crié. Quelque temps on poussait des petits cris, mais personne n'a bougé pour l'arrêter. Odette, en revanche. Odette s'est mise à applaudir. « Et c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire avec ce genre de bonne femme, » acclamait ma belle-mère. « Une femme désobéissante, il faut la tenir en laisse. Bravo, mon fils. » De mon temps, le mari savait comment remettre sa femme dans le droit chemin. Elle l'a bien cherché, a renchéri Josiane. J'étais allongée sur le sol. Le sang gouttait sur le parquet stratifié. Ma tête palpitait d'une douleur inimaginable. Mais soudain, j'ai senti que la peur avait disparu. Elle a été remplacée par un calme glacial et cristallin. Une clarté mentale parfaite absolue. J'ai lentement levé la tête. J'ai vu mon mari qui haletait bruyamment ma belle-mère furieuse et les invités qui faisaient semblant de ne rien avoir vu. Et j'ai vu mon père. Armand de Lussac se tenait debout, les poings serrés. Son visage était blanc comme la craie et ses yeux froids comme la glace. Il a fait un pas vers Gaspard, mais j'ai levé une main ensanglantée. « Pas encore, papa », ai-je dit doucement. « D'abord moi. » Je me suis levée lentement du sol. Le sang tachait mon élégante robe. Je me suis essuyé le visage de la main. J'ai regardé la tache rouge, mon arcade sourcilière fendue. J'ai regardé Gaspard droit dans les yeux et j'ai dit, et ma voix résonnait fort et claire dans le silence absolu du salon, « Tu n'as aucune idée de ce que je viens de faire. » Il n'y avait ni hystérie ni pleurs dans ma voix. Ce calme était terrifiant. Gaspard a soudainement blêmi et a reculé d'un pas. Odette a cessé d'applaudir. Même les tantes hargneuses se sont recroquevillées, car tout le monde, à la même seconde, a compris. Je n'allais pas pleurer, je n'allais pas supplier, je n'allais pas me soumettre. Les règles du jeu venaient brutalement de changer. J'ai tourné les talons et je suis entrée dans la chambre en fermant la porte à clé. J'entendais des chuchotements nerveux de l'autre côté du mur. « Oh, elle est vexée, ça va lui passer. Elle va pleurer un bon coup. Et elle sortira, » disait Odette, mais sa voix tremblait. Mes mains ne tremblaient pas. Je suis allée devant le miroir de la salle de bain. Une coupure profonde sur l'arcade sourcilière qui saignait abondamment. L'enflure sur ma tempe grossissait à chaque seconde. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une douzaine de photos nettes de mon visage et de mon décolleté ensanglanté sous différents angles. Une preuve matérielle parfaite. Ensuite, j'ai ouvert le placard et j'ai sorti un sac de voyage. Méthodiquement, j'ai commencé à faire mes affaires. Documents, carte d'identité, acte de mariage, acte notarié de l'appartement ordinateur professionnel, chargeur sous-vêtements pour quelques jours clé USB, avec des sauvegardes et 1 500 € en liquide que je gardais, dans mon coffre-fort en cas de coup dur. Je me suis assise sur le lit, j'ai posé une serviette sur ma tête en sang, et j'ai composé le 112. SAMU Centre de traitement des appels, bonsoir. Bonsoir. Je souhaite signaler une agression de la part de mon mari avec une arme par destination. J'ai besoin d'une patrouille de police et d'une ambulance. J'ai une blessure à la tête. Je saigne abondamment. Mon ton était factuel, comme si je commandais une pizza. J'ai donné mon adresse dans le Marais et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai composé le numéro de Maître Valcourt. C'était samedi soir, mais l'avocate a décroché après quelques sonneries. Maître, c'est Léontine. J'étais venue vous voir pour une affaire patrimoniale.
Oui, je me souviens. Il s'est passé quelque chose. Mon mari vient de m'attaquer devant témoins. Il m'a fracassé une assiette en céramique sur la tête. J'ai le crâne ouvert. J'ai sécurisé les preuves et j'ai appelé la police et le SAMU. J'ai besoin d'une consultation urgente demain matin. La voix de l'avocate est devenue dure comme de l'acier. Vous avez réagi de manière exceptionnelle. Allez aux urgences pour faire constater les blessures. Et lundi, à la première heure, nous nous voyons au cabinet. Surtout ne rentrez dans aucune discussion avec la police et n'acceptez aucun accord. C'est l'article 222 à 13 du Code pénal sur les violences conjugales. Nous veillerons à ce que les policiers mettent sous scellé l'assiette brisée. J'ai rangé mon téléphone. Des murmures nerveux provenaient du salon. Personne ne frappait à ma porte, mais je sentais que de l'autre côté du mur se tenait mon père. Il veillait à ce que personne n'entre. Il attendait son tour. 20 minutes plus tard, la sonnerie aiguë de l'interphone a retenti. Et un instant plus tard, les invités se sont pétrifiés. Sur le seuil se tenaient 2 policiers en uniforme. « C'est vous qui avez appelé la patrouille ?» a demandé le brigadier-chef, remarquant immédiatement le sang en me voyant sortir de la chambre. « Oui, entrez s'il vous plaît. » Gaspard a bondi du canapé comme s'il avait été brûlé. « La police, Léontine, qu'est-ce que tu fous? C'est une affaire de famille. » Je l'ai regardé d'un air glacial. J'ai signalé la commission d'un délit coup et blessure volontaire. Odette s'est jetée en avant en agitant les bras. « Messieurs les agents, elle ment. Mon petit Gaspard ne l'a pas touchée. Elle est tombée toute seule. Elle l'a provoquée. Elle voulait gâcher notre fête. » Le policier a levé la main. « Calmez-vous, madame, ou je vous inculpe pour entrave à l'action de la police. » Madame la requérante, que s'est-il passé exactement? Calmement et factuellement, j'ai raconté le chantage financier, mon refus l'attaque de mon mari avec l'assiette et comment ma belle-mère l'avait encouragé à la violence. J'ai montré aux policiers les éclats de céramique ensanglantés qui jonchaient le sol. Les invités ont commencé à paniquer. Les tantes détournaient le regard marmonnant. Je n'ai rien vu. La musique était forte. Je regardais par la fenêtre. 5 minutes plus tard, les pompiers sont arrivés. Ils m'ont soigné sur place. Le secouriste a rempli une fiche d'intervention. Plaie contuse de l'arcade sourcilière, 3 cm. Hématome de la région temporale. Examen complémentaire requis aux urgences. Suspicion de commotion cérébrale légère. Il faut absolument que vous alliez à l'hôpital ce soir pour obtenir un certificat médical avec une ITT incapacité totale de travail, rédigé par un médecin légiste. M'a instruit le pompier en collant un gros pansement. Les policiers rédigeaient leur rapport. Gaspard tremblait comme une feuille. Sa rage s'était évaporée pour laisser place à la panique. Monsieur l'agent, je ne voulais pas. Je me suis emportée. J'avais bu. Elle m'a provoqué. Elle voulait voler ma mère. Vous expliquerez ça au procureur, a coupé court le policier. Alors que les pompiers et la police se préparaient à partir, en informant Gaspard des conséquences, les invités ont commencé à s'éclipser furtivement de l'appartement. Josiane, les tantes et les cousins ont évacué sans dire au revoir pour ne surtout pas être inscrits sur la liste des témoins. Il ne restait dans l'appartement que moi, mes parents, Gaspard, Odette et les policiers qui terminaient leur rapport. Et c'est alors que mon père est entré en action. Armand de Lussac était resté silencieux pendant tout ce temps. Il avait observé son gendre frapper sa fille, sa belle-mère applaudir la police, faire son travail. Il avait mémorisé chaque visage et chaque mot. Maintenant, il s'est approché de Gaspard d'un pas militaire souple et vif. Sa posture de général imposait un respect immédiat. Même les policiers se sont inconsciemment redressés en sa présence. Il s'est arrêté devant un Gaspard terrifié, lui bloquant le chemin de la fuite. « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ?» a demandé doucement le général en pointant du doigt mon pansement ensanglanté. Gaspard a ouvert la bouche, mais n'a laissé échapper qu'un couinement étouffé. « Toi et moi », a dit de Lussac, d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « On sort dans la cage d'escalier. On doit discuter. » Il a attrapé Gaspard par la nuque avec une poigne de fer et l'a traîné hors de l'appartement, fermant la porte derrière lui. Les policiers se sont regardés, mais se sont soudainement intéressés très intensément à leur carnet.
Ils ont estimé que le père de la victime avait le droit d'avoir un instant de discussion avec l'agresseur. De la cage d'escalier sont parvenus des bruits sourds et rythmés de coups. 1, 2, 3. Un bref gémissement étouffé de Gaspard. « Pardon. Ça ne se reproduira plus, » a gémi mon mari. « Tu paieras pour chaque goutte de son sang. » Est parvenue la voix calme du général. Un autre coup sourd. Mon père avait servi dans l'armée pendant plus de 30 ans. Il savait comment frapper pour que ça fasse atrocement mal mais sans laisser de lésions permanentes ni de traces visibles pour un éventuel examen médical. Un instant plus tard, la porte s'est ouverte. Mon père est entré époussetant sa veste. Il n'avait pas la moindre égratignure sur les jointures. Derrière lui a rampé Gaspard. Il avait la lèvre en sang. Du sang coulait de son nez et un œil commençait déjà à enfler. Il se tenait les côtes, traînant la patte. « Assieds-toi et tais-toi », a ordonné mon père. Le gendre s'est affalé sur la chaise, gémissant doucement. Le général s'est tourné vers Odette. La femme s'était recroquevillée dans le coin du canapé couverte de sueur froide. Il s'est approché tout près d'elle, se penchant sur elle. « Vous avez approuvé le passage à tabac de ma fille. Si jamais vous approchez à nouveau mon enfant, si vous lui écrivez, ou si vous apparaissez sur son lieu de travail, vous regretterez le jour de votre naissance. J'ai des contacts dans l'armée, dans la police et dans l'administration. Je transformerai votre vie en enfer par des méthodes administratives tout à fait légales. Vous m'avez compris. » Odette, tremblante de terreur, a hoché la tête énergiquement. « Et maintenant, prenez cette ordure et foutez le camp de la maison de ma fille. » Odette a bondi, attrapé son sac et a couru vers Gaspard. « Viens, mon petit, viens. On ne va pas rester ici avec ces bandits. »« Léontine !» a crié Gaspard. « Mais... » »« Mes affaires. Où je vais aller ?» Sans un mot, j'ai pointé du doigt les 3 sacs poubelles qui se trouvaient déjà dans l'entrée. Pendant que je parlais à la police, ma mère en 10 minutes avait emballé tous ses vêtements, ses chaussures et ses affaires de toilette. « Fous le camp. C'est ma maison et mon bien propre. Tu n'as aucun droit ici. Si tu reviens, j'appelle la police et ces messieurs se feront un plaisir de revenir. » Gaspard a regardé les policiers qui ont hoché la tête avec approbation. Il savait qu'il avait perdu. Il a pris les sacs et a claudiqué jusqu'à la cage d'escalier, poussé par sa mère terrifiée. La porte s'est refermée avec un claquement sourd. Je me suis effondrée sur le canapé. Ma mère m'a immédiatement prise dans ses bras et mon père m'a caressé les cheveux. « Tu es incroyablement courageuse, ma fille », a dit le général avec fierté. « Tu n'as pas craqué. Tu t'es battue comme un soldat. » Je ne pleurais pas. Je ressentais un vide, mais ce vide à partir duquel naît une force incroyable. La guerre venait de commencer et j'avais l'intention de la gagner. Le lendemain matin, un dimanche, je suis allée aux urgences médico-judiciaires pour me faire examiner par un médecin légiste. Le document avec le tampon officiel confirmait les blessures, entraînant une incapacité totale de travail. Les papiers en main, je me suis rendue au rendez-vous avec Maître Valcourt. « Nous agissons immédiatement », a ordonné l'avocate. « Demain matin, nous déposons au tribunal une requête en divorce pour faute exclusive sur la base de faits de violence conjugale. En même temps, nous demandons au juge aux affaires familiales une ordonnance de protection. Troisièmement, avez-vous un compte commun avec cet homme ? Oui, un compte joint sur lequel nous virions de l'argent pour les factures et les courses. Il y a environ 3 000 € dessus. Videz-le immédiatement sur votre compte privé et fermez-le. C'est aussi votre argent. Le juge le partagera plus tard, mais pour l'instant, nous lui coupons les vivres. Je suis sortie du cabinet et j'ai vidé le compte commun. 1 heure plus tard, Gaspard a commencé à m'appeler depuis différents numéros. « Tu as volé mon argent, voleuse. Rends-moi le fric, sinon je porte plainte à la police », criait-il sur ma messagerie vocale. Je l'ai bloqué. Le soir, Odette est apparue en bas de mon immeuble tambourinant sur l'interphone et criant « Rends le fric, garce, tu as ruiné mon fils, j'ai appelé la police. » La patrouille a collé à Odette une amende pour tapage nocturne et trouble à l'ordre public et l'a avertie que la prochaine fois, elle finirait en garde à vue. Le lundi matin, la demande de divorce a atterri sur le bureau du juge, appuyée par des preuves solides, rapport d'intervention, certificat médical, avec ITT et photos. 1 semaine plus tard,
Le tribunal a émis une ordonnance de protection imposant à Gaspard l'interdiction de m'approcher moi et mon domicile, à moins de 100 mètres. Gaspard ne lâchait pas l'affaire pour autant. Il a essayé de m'attendre devant ma tour de bureau à la Défense. À chaque fois, j'appelais la sécurité du bâtiment et la police. À la 3e violation de l'ordonnance, le tribunal a condamné Gaspard à une amende de 1 000 € et l'a prévenu qu'il risquait la prison ferme. Odette, désespérée, a trouvé le numéro de ma mère Béatrice et a appelé en pleurant. « Votre fille détruit la vie de mon enfant. Elle l'a jeté à la rue. Elle a volé son argent. » Béatrice, avec son ton calme d'ancienne professeure, a répondu « Madame, votre fils a brutalement attaqué ma fille, ce que vous avez applaudi avec enthousiasme. Si jamais vous m'appelez encore, mon mari mettra sa menace à exécution. Adieu. » Et elle a raccroché. Gaspard a décidé de se battre pour l'appartement. Il a déposé une requête auprès du juge demandant une prestation compensatoire et sa part de la valeur de l'appartement du Marais. Il prétendait qu'en tant que mari, il avait participé aux frais et donc investi dans le patrimoine. Lors de l'audience de conciliation, Maître Ségolène Valcourt l'a littéralement écrasé avec ses arguments. Monsieur le juge, le bien immobilier constitue un bien propre de la plaignante, acquis dans sa totalité avant la célébration du mariage. Le défendeur n'a présenté aucune preuve d'avoir effectué les moindres travaux ou investissements augmentant la plus-value du bien. Les frais d'eau et d'électricité sont des charges d'usage courant qui d'ailleurs ont été majoritairement supportées par ma cliente. Le juge a examiné les documents, a regardé Gaspard avec une pitié évidente et a rejeté sa demande dans sa totalité. J'ai gardé mon appartement intact. Odette, poussée à bout, s'est présentée au siège de l'entreprise où je travaillais. Elle a fait irruption à la réception, en criant « Tu as ruiné mon fils. À cause de toi, il dort sur un matelas dans mon studio. Rends-lui ce qui lui revient. » Je ne suis pas sortie de mon bureau. J'ai appelé la sécurité qui a fait sortir la femme hurlante du bâtiment Manu Militari. J'ai porté plainte pour harcèlement. Article 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2 du Code pénal. Odette a reçu une convocation officielle au commissariat et a été mise en examen. 3 mois ont passé. Gaspard vivait avec sa mère dans une 15aine de mètres carrés dans le 19e arrondissement. D'après les rumeurs qui me parvenaient, ils se disputaient sans arrêt. Odette lui faisait des scènes tous les jours. « Tu es un raté !» hurlait-elle. « Tu avais une bourgeoise avec un appartement de luxe dans le Marais, et maintenant tu parasites ma misérable retraite. » Stressé et accablé par les dettes pour payer les amendes judiciaires, Gaspard a commencé à faire n'importe quoi au travail. Il arrivait en retard. Il était agressif avec les clients. Il a rapidement été licencié pour faute grave. Il a commencé à noyer son chagrin dans l'alcool. Pendant ce temps, je revenais à la vie. Ma maison était redevenue ma forteresse sécurisante. J'ai fait de petits travaux. J'ai changé la disposition des meubles. J'ai jeté tout ce qui me rappelait Gaspard. J'ai acheté un nouveau canapé très cher et j'ai accroché des tableaux modernes. Je sentais que je regagnais ma liberté avec chaque nouvel élément de décoration. Lors de l'audience de jugement du divorce, le juge a pris connaissance du dossier pénal pour violence conjugale. Il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Gaspard. Il n'a pas touché un seul centime. Je suis redevenue une femme libre. 6 mois plus tard, j'ai été promue au sein de mon entreprise au poste de directrice générale avec un salaire de 10 000 € mensuels. J'ai commencé à planifier l'achat d'un 2e appartement plus petit pour investir. Mes parents étaient immensément fiers de moi. Ma fille m'a dit le général lors d'une de ses visites à Paris. « Tu as remporté cette bataille de façon magistrale. Tu connaissais ta valeur. » Gaspard a fini par louer une misérable chambre de bonne quelque part en grande banlieue, faisant des petits boulots sur des chantiers pour rembourser ses dettes et les huissiers. Odette est restée seule dans son studio, se plaignant à ses voisines de sa belle-fille ingrate, mais plus personne dans son immeuble ne l'écoutait. Tout le monde connaissait la vérité. Parfois, lors des douces soirées d'été, je m'assois sur le balcon de mon appartement dans le Marais. Je bois mon vin rouge préféré. Je regarde le panorama de Paris, bouillonnant de vie, et je pense avec le sourire. J'ai réussi. Je me suis défendue moi et ce qui m'appartient. Jamais plus, je ne laisserai quiconque essayer de me contrôler
ou de me prendre ce pourquoi j'ai travaillé si dur. J'avais gagné cette guerre, et je savais désormais que s'il le fallait, j'étais capable de tout, absolument de tout, pour protéger ma vie.